Et bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour ce live sur la psychogénéalogie. On va le faire bien sûr là en direct, j'espère qu'il y aura du monde. Et puis aussi, bien sûr, il y aura un replay pour que vous puissiez le regarder plus tard. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence Brun et je suis formatrice sur le deuil pour les accompagnateurs professionnels du deuil. Voilà, j'ai deux domaines d'expertise, la posture professionnelle et puis le deuil, évidemment. Et je suis en même temps les envolées avec qui je vais partager ce live. Alors voyons, est-ce que ça marche? Oui, coucou Tiffany. Hello. Super, je suis ravie que la connexion soit avec nous. C'est bon, j'ai mon wifi, tout va bien. On est bon, parfait. Merci d'être là aujourd'hui, ça c'est top. C'est Merci de m'avoir invité. C'est génial pour moi de reprendre les lives avec toi et puis sur ce sujet de la psychogénéalogie. Je trouve ça vraiment très chouette d'en parler et de faire le lien avec le deuil. Attends, il se Oh, passe des trucs bizarres de mon ah côté. oui, tu as une super lumière là, écoute, Ah. c'est super sympa. Bon, ce sera étrange, écoute. Bon, ce sera étrange, écoute, ça nous va bien. Moi, je voulais juste rapidement dire que donc tu es accompagnatrice professionnelle du deuil et puis tu es aussi, donc on te retrouve sur le compte Les Envolées pour ça. C'est Et ça. tu es aussi la créatrice du podcast de la mort et du deuil qui donne plein de ressources et aux professionnels et aux personnes qui sont concernées par cette thématique. Voilà, qu'on Tout à puisse te fait. retrouver sur les deux comptes. J'avais envie que, si tu veux bien, que tu commences par te présenter, nous parler un peu de ton parcours, si tu veux bien. Ouais. Alors, tu as déjà dit pas mal de choses. Mon parcours à la base, c'était pas l'accompagnement de personnes en deuil. Donc, jusqu'en 2020, j'avais un métier en entreprise. Et j'étais en quête de sens. Je me suis toujours posé la question de quelle était ma contribution au monde. Très modestement à la fois, hein, ça peut sembler étonnant, mais voilà. Et puis voilà, j'étais dans une entreprise où c'était compliqué, et tant mieux. Ça m'a poussée justement à aller explorer ce que moi j'avais envie de faire. Et donc j'ai tout quitté en 2020. Et là, c'est posé la question de où j'allais. Donc l'accompagnement a été très vite évident, j'ai envie de dire, mais pas tout de suite le deuil. J'ai longtemps un peu rechigné en ayant des craintes, hein, de me dire est-ce que je suis capable, est-ce que c'est ok d'écouter des gens sur ce sujet. Et puis la vie est bien faite, donc quand j'ai lancé mes activités d'accompagnement, j'ai eu beaucoup d'endeuillés qui venaient me voir. Donc là, je me suis dit, bon, ok, j'accepte d'aller sur cette voie, mais par contre, je veux être formée et je veux être formée de manière solide. Donc, ben, comme toi, j'ai fait le diplôme universitaire deuil et travail de deuil à Paris. Donc voilà, c'était un gros engagement. Et puis en parallèle de ce DU, je voulais savoir si j'étais capable justement d'écouter. Donc c'est à ce moment-là qu'est né le podcast. Moi, je suis vraiment une adepte, je le dis toujours, des petits pas. Un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et donc le podcast, c'était un petit pas pour savoir si j'allais être capable d'écouter, si ça allait être OK pour moi. Et puis aussi parce que quand j'ai traversé mes propres deuils, j'ai souvent souffert de ne pas trouver de ressources de ce type-là pour m'accompagner. Donc ça faisait sens également de créer une ressource comme ça où on puisse se reconnaître dans le récit de l'autre, puisque c'était ce que j'avais recherché. Donc voilà, j'ai fait ces petits pas. Il y a un autre petit pas qui s'est greffé qui est important pour moi, c'est que j'ai eu toute une réflexion en me disant que moi j'avais connu beaucoup la mort brutale et pas le décès après la maladie d'un proche. Et j'aime beaucoup allier connaissance et expérience. Et du coup, c'est de cette réflexion-là qu'est née l'envie de devenir bénévole accompagnante auprès de personnes en fin de vie. Donc, en même temps que le DU, ben voilà, j'ai commencé ma formation pour ce bénévolat. Et un petit pas après l'autre, voilà, en ne sachant pas si j'allais être capable d'accompagner. Et, euh, et depuis septembre, j'ai commencé les accompagnements, à la fois auprès des personnes en fin de vie en tant que bénévole, toujours en me disant, ben, une fois après l'autre, je vois à chaque fois si c'est OK ou pas. Et puis aujourd'hui, c'est totalement OK et ça m'enrichit énormément.
Et pareil, avec les accompagnements de personnes endeuillées, ça a commencé depuis septembre. Mon rythme a été en fait crescendo. Au début, c'était une personne par semaine pour voir. Voilà. Et aujourd'hui, je prends 4 accompagnements individuels par semaine. D'accord. Oui, donc vraiment tu progresses petit à petit et comme ça tu trouves un peu tes marques. J'imagine aussi que du coup tu continues à te former. Oui, alors totalement, hein, ce truc des petits pas pour moi, c'est vraiment essentiel parce qu'à chaque petit pas, je trouve ça important de m'écouter moi et de réajuster aux besoins. Et oui, je continue de me former à plein de choses. J'ai renforcé ma formation sur le deuil traumatique Ouais. parce que j'en ai ressenti le besoin. Donc à la fois sur le deuil traumatique et sur le traumatisme en soi. Je suis allée chercher des outils pratiques d'accompagnement du deuil, donc notamment le carnet de deuil avec Nathalie Ouais. Hanot. Et voilà, après j'avais un intérêt tout particulier pour le sujet du jour, donc qui est la psychogénéalogie. La Fédération européenne Vivre son deuil a justement proposé cette année une initiation à la psychogénéalogie dans le deuil, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et je suis en train, de nouveau, puisque j'aime bien approfondir, de renforcer ma formation sur ce sujet, d'approfondir en allant chercher d'autres. Voilà. Ok, bon, c'est super riche tout ça. Mais c'est vrai que je crois que dans le deuil, comme il y a tout à inventer, on va piocher dans plein d'outils et c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours parlé d'avoir une malle à outils très riche pour pouvoir sortir le bon outil en fonction de la personne qu'on accompagne. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Alors, j'arrive pas à suivre sur les coucous, j'essaye, je suis désolée si j'en rate certains. Surtout, voilà, je me concentre surtout sur ce que tu dis. J'avais envie de dire aussi, avant qu'on continue, qu'on a un certain nombre de points communs, un point commun d'entrée dans l'intérêt du deuil, puisque tu as dit qu'effectivement, toi, dans les deuils que tu as traversés, tu n'as pas trouvé les ressources à ce moment-là dont tu avais besoin. Et je suis dans le même cas, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu ensuite devenir accompagnatrice du deuil, puis maintenant formatrice. C'était vraiment aussi la même logique. Et puis, on a aussi un socle de valeurs communes parce qu'à chaque fois je pense que les gens qui nous suivent le savent, à chaque fois qu'on commente nos posts réguliers, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs qui nous soutiennent toutes les deux. Et puis en plus, on me l'a mis dans la vie parce que tu es une de mes très belles rencontres sur les réseaux et que ça, j'avais vraiment envie de le dire aussi. Parce que les réseaux, c'est aussi ça. Et on se crée petit à petit un réseau professionnel qui est très chouette et qui est très soutenant. Ce qui est très important, je le dis parce que pour mes stagiaires qui se lancent dans l'accompagnement du deuil, on peut se sentir très seul ou on peut se créer un réseau comme ça. Et pour ça, les réseaux sociaux sont bien sympathiques. Oui, et puis mais moi j'en profite pour te dire aussi merci parce que rencontrer des personnes comme toi et comme d'autres, bah, je pense à Noémie, je pense à Ness, je pense à Anne, Vanessa, enfin voilà, elles se reconnaîtront. Je trouve ça hyper beau parce qu'on a réussi à tisser un lien qui est très loin des idées de concurrence Oui. et au contraire, on s'entraide. Bien sûr, parfois on est confronté à des choses qui sont un peu difficiles et on a ce réseau de confiance où on peut déposer entre nous, prendre du recul, avoir du soutien et je trouve ça très cohérent avec ce qu'on fait puisque ce qu'on fait est dans de l'humain, avec de l'humanité, et on a réussi à en avoir entre nous, et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve beau, et voilà, je vous embrasse toutes et je vous remercie toutes pour ça, parce que c'est très précieux. Oui, alors c'est vrai aussi que ce que je trouve d'important, c'est que mine de rien, c'est aussi rassurant pour les gens qu'on accompagne, parce que le fait de ne pas être seul, ça permet de prendre du recul, ça permet d'entendre des collègues, d'avoir d'autres regards, et c'est hyper rassurant. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, j'en ai souffert. Hein. Quand en 2014, je me suis lancée, que j'étais un peu seule, j'en ai vraiment souffert, et je trouve ça vraiment très chouette de pouvoir créer ce réseau de confiance. On est là pour parler de psychogénéalogie et du deuil. Alors bon, moi la psychogénéalogie, j'en connais pas grand-chose, mais j'avais juste envie de citer Anne-Ange Schutzenberger, je me suis entraînée pour dire son nom correctement, qui est l'autrice du livre Aïe mes aïeux, que j'ai eu l'immense chance de rencontrer à une conférence, qui est une femme convaincue, j'allais dire habitée par la psychogénéalogie. Et je trouve, voilà, moi, je trouve que c'est une théorie qui malgré tout est très peu connue, qui peut aussi inquiéter peut-être parfois. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé qu'aujourd'hui tu nous en parles, puisque toi en plus tu t'y es formé. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la psychogénéalogie, s'il te plaît?
Oui, alors peut-être que toi tu la présenteras de manière différente de moi. Moi, ce que j'adore dire, je fais juste un bisou à Dylan qui me dit plein de gentilles choses depuis tout à l'heure que j'adore et qui lui aussi est un énorme soutien sur ce chemin. Donc voilà, je te lis, je te vois, Dylan. Bref, la psychogénéalogie, pour moi, en tout cas comme j'aime la présenter, c'est que c'est un voyage dans le passé qui nous permet de trouver des clés pour notre présent et peut-être pour du coup les années à venir également. D'accord. Ok. Donc ces clés, on va les chercher un peu comment? Moi, j'ai entendu parler du génogramme, mais je t'avoue que voilà. Et pour moi, c'est l'arbre généalogique. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un outil dont tu te sers? Alors déjà, je pense qu'on va les chercher quand on a envie d'aller les chercher. On Ouais, va tout de suite mettre les pieds dans le plat sur un truc qui, pour moi, fait partie des critiques qu'on peut avoir envers la psychogénéalogie et qui, pour moi, est une critique qui est vraiment valable. Notamment, c'est quelque chose qui se passe souvent auprès des femmes qui traversent le deuil périnatal ouais. et où on va très souvent aller leur dire mais t'as regardé dans ton histoire et c'est ultra culpabilisant. Ah oui, effectivement. Mm. Et ça, c'est pas du tout ma vision de la psychogénéalogie. Donc ça, on va tout de suite le balayer. Moi aussi, je suis contre ces pratiques. Je suis contre le fait d'utiliser la psychogénéalogie pour venir culpabiliser les gens. En revanche, quand les gens ressentent le besoin d'aller explorer, et vraiment là, la grosse différence, c'est que ça vient d'eux. Hein, D'accord. et qu'il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, alors la psychogénéalogie, ça peut vraiment être un outil incroyable. Et effectivement, je vais faire le pont, comme tu le dis, c'est basé sur ce qu'on appelle le génogramme ou génosociogramme. D'accord. Donc, c'est tout à fait la base d'un arbre généalogique tel que vous pouvez vous le représenter. Mm. Donc, on va inscrire nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession. Mais ensuite, il y a plein d'autres choses qui viennent s'y ajouter, qui sont plutôt de l'ordre de tout ce qui est psycho. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute psycho à généalogie. Donc, on va notamment rajouter les faits marquants de la vie de la personne. Donc, est-ce que cette personne a eu des maladies? Est-ce que cette personne a vécu des accidents? Voilà, on va aller explorer un peu tous les faits marquants, positifs ou négatifs. On va explorer aussi les phrases, donc positives ou négatives. On va souvent plutôt du côté des phrases assassines, des petites phrases qui ont été dites par cette personne, des petites phrases qu'on dit d'elle. Et on va rajouter tout ça sur le génogramme. On va également ajouter les conflits entre les personnes dans l'arbre, donc au sein de la famille. Et tout ça va nous donner en fait plein d'indications sur cette histoire de la famille. On peut aussi ajouter les photos. Il y a des gens Ah qui oui. ont besoin. Et je le précise parce que tout le travail sur ce génogramme, c'est que des personnes dont on a vaguement entendu parler parfois, voire parfois qu'on ne connaît pas et dont on n'a rien entendu, prennent vie petit à petit. En tout cas, c'est un retour qu'on m'a fait qui m'a beaucoup marqué. On m'a dit, mais en fait, tout ce travail, ça a rendu mes grands-parents vivants. Mm. Je les ai pas connus et maintenant, c'est plus juste, bah tiens, grand-mère Lucienne. Ouais. C'est devenu ma mémé Lucienne. Ça change tout. Et voilà, ça change tout. Et donc pour moi, voilà, c'est tout ça le travail et je trouve ça très beau. Et encore une fois, vraiment, c'est essentiel pour moi. Et je crois que je leur dirai 10 fois peut-être dans ce live quand ça vient d'une impulsion de la personne et que c'est elle qui a envie d'aller chercher. Mm. C'est un peu ce qu'on dit en boucle sur l'accompagnement du deuil, hein. Tout est intéressant quand ça vient de l'endeuillé, quand c'est des bons conseils, même bienveillants, enfin même avec une volonté bienveillante de l'extérieur, souvent ça tombe à côté. Exactement. Et souvent comme ça. Ok. Alors, il y avait Amélie qui nous avait demandé si on pouvait parler de la psychogénéalogie comme étant l'étude du génogramme. Est-ce que tu as envie d'en dire quelque chose? Pourquoi pas? C'est la base de la psychogénéalogie en tout cas. Hein. C'est déjà tout le travail de poser ce génogramme et puis ensuite d'aller l'explorer effectivement. D'accord. C'est vraiment
ce socle-là. Alors, moi, j'ai aussi entendu un mot, mais je ne sais pas du tout. J'aime vraiment vers toi, là, en naïve absolue, de constellation familiale. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec la psychogénéalogie? Est-ce que toi, tu travailles avec? Moi, ça me fait un peu peur, les constellations familiales, donc je veux bien que tu nous en parles. Alors, c'est en lien dans le sens où ça se base sur le principe de base qui consiste à se dire qu'on est impacté et influencé par les bagages et ce qu'ont vécu nos ancêtres. C'est une façon différente de l'aborder quand même, puisque en constellation familiale, on va souvent, alors ça peut se faire en individuel, mais c'est plutôt souvent pratiqué en groupe. Et l'idée, ça va être de représenter des situations dans la famille en utilisant des personnes du groupe comme représentants, on va dire. Donc chaque personne va avoir un rôle d'un membre de la famille et il va se jouer un peu comme une scène de théâtre, mais ce sur quoi va se baser la constellation familiale, c'est les ressentis des personnes qui sont les représentants des membres de la famille. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu complexe les constellations. Mhm. Moi, je ne le pratique pas. Par contre, je l'ai déjà vécu. Donc, je Oui. l'ai expérimenté. Euh, c'est, de mon point de vue, c'est moins terre à terre que la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, on va vraiment se baser sur votre arbre que vous allez poser et les informations que vous allez y mettre en fonction de ce que vous connaissez ou de l'enquête. On en parlera un petit peu après, je crois. En constellation familiale, c'est plus des choses subtiles, donc ça dépend des croyances de chacun. Moi aussi, je suis plus frileuse et c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer dans ma pratique, en tout cas aujourd'hui. Ok. Ben, c'est bien, c'est intéressant justement de voir qu'il y a plusieurs aussi manières de faire, d'exploiter des outils. Et je trouve ça très intéressant ce que tu as dit. Tu as dit j'ai expérimenté. Et je trouve hein, que dans tous les outils qu'on utilise, c'est important à un moment donné d'aller les expérimenter sur nous. Parce qu'effectivement, le temps qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas trop en fait ce qu'on va provoquer chez l'autre. Il y a Amélie qui nous demande est-ce que c'est un peu comme le psychodrame en psycho? Moi, je trouve que c'est différent. Alors, dès là, pour recontextualiser, pardon, pour les gens, le psychodrame. En psychogénéalogie, un des principes fondamentaux, c'est déjà donc d'aller déposer, d'aller explorer, mais le but de déposer son génosociogramme, c'est de se délester de transmissions qu'on ne voudrait pas continuer à porter. Et pour s'en délester, et donc on dit advenir en tant que sujet, c'est peut-être un petit peu complexe, on considère en psychogénéalogie qu'il est essentiel d'aller, j'allais dire, intégrer vraiment ce qui est vécu par un geste fort. Donc, il peut y avoir différentes manières. Le psychodrame est une des manières de vraiment aller concrètement, et c'est ça qui est important, c'est d'aller dans le concret, se délester de ce poids. Donc, le psychodrame, c'est quoi? C'est rejouer l'une des scènes vécues dans l'arbre, mais c'est par la personne par le consultant, rejouer ce qui s'est vécu dans l'arbre, donc rejouer la scène, mais par lui-même pour pouvoir changer la donne et donc s'en extraire. Il peut y avoir aussi, et je pense que c'est important de l'expliquer maintenant parce qu'après je crois qu'on ne l'avait pas prévu, les rituels. Donc on peut vraiment imaginer un rituel qui fasse sens par rapport à ce que vous voulez, ce dont vous voulez vous délester. Donc par exemple, je vais donner un exemple très simple et qui est très fréquent. Il peut y avoir beaucoup dans les arbres de bébés morts-nés parce que c'était le cas énormément et dans des générations pas très éloignées de nous. Et ces bébés morts-nés n'ont souvent pas eu de funérailles, n'ont souvent pas eu de rites autour de leur décès. Et donc remettre en place quelque chose qui vient comme ça compenser, je dirais, entre guillemets, cette absence de funérailles, qui vient ritualiser cette vie et cette mort. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui se fait. Et la dernière chose qu'on peut faire, ce sont des actes symboliques. Donc là, c'est qu'est-ce qui fait sens par rapport à ce que je vis. Par exemple, là, avec une personne que j'accompagne, elle avait une grand-mère qui ne tricotait que pour elle. Et cette grand-mère avait également utilisé les aiguilles à tricoter pour avorter la maman de la personne que moi j'accompagne. Donc voilà.
Et quand on a travaillé sur son arbre, pour elle, la symbolique des aiguilles à tricoter était extrêmement importante et donc elle est allée rendre les aiguilles à tricoter à sa grand-mère. Et en psychogénéalogie, vraiment, on s'attache beaucoup à ces gestes concrets pour aller jusqu'au bout de la démarche. C'est pas juste conscientiser ce que je Ouais. porte, c'est aller jusqu'au bout de soit garder, parce que ça on oublie de le dire, mais ça peut être vraiment cet héritage-là, j'ai envie de le chérir et je veux le garder, c'est une belle transmission, soit rendre. Je trouve ça passionnant. Ça me parle énormément, ça m'étonne même pas. Euh, Parce qu'effectivement, tout ce qui est rituel, tout ce qui est symbolique, moi, c'est des choses que j'ai toujours utilisées en accompagnement. J'ai toujours dit que dans le deuil, puisqu'on ne pouvait plus changer les choses, on pouvait leur donner du sens. Et du coup, ça me fait énormément écho à tout ce que tu es en train de nous évoquer. Super. Voyons, parce que je suis obligée de me replonger sur mon papier, parce que sinon je vais perdre le fil, je suis désolée. Ça, tu nous as déjà un peu répondu, donc comment ça peut venir accompagner, non, comment ça peut venir s'intégrer dans l'accompagnement du deuil. Mais je sais que tu proposes deux options, tu proposes en individuel, tu proposes aussi en groupe. Et moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment on peut travailler chacun son arbre en groupe avec toi. Alors déjà, juste, moi je voudrais bien revenir sur la partie comment ça accompagne le deuil, parce qu'on n'en Ouais, a pas bien sûr. tant parlé, je trouve. Pour moi, il y a vraiment deux cas de figure principaux. Soit on est dans un accompagnement au deuil classique avec moi, et à un moment, soit la personne, soit moi, on va se rendre compte que poser le génogramme, ça pourrait apporter quelque chose. J'ai deux exemples. Donc, par exemple, une personne qui vient pour le deuil d'un conjoint et qui finalement, à plusieurs reprises, me parle du fait que sa maman a fait 11 fausses couches, qu'elle a dû vivre 11 fausses couches. Et en même temps, en parallèle, sans faire de lien, elle me parle du fait que ça a toujours été dur pour elle de trouver sa place. Donc là, quand j'entends ce genre de choses, je peux venir proposer qu'on travaille avec cette méthodologie-là. La personne, après, vraiment, c'est elle qui décide si ça lui parle ou pas. Ça permet finalement de vraiment venir visualiser. Ah bah oui, en fait, je me rends compte que oui, forcément, c'est difficile de trouver ma place parce qu'en fait, moi, j'ai la place de première vivante, mais avant moi, il y en avait d'autres. Hmm. Donc finalement, je suis pas tout à fait la première. Donc leur rendre leur place pour prendre la mienne, voilà, ça va m'aider. Et en même temps, comme elle lui dit, elle les a vécues, ces Hmm. grossesses et ces deuils pour ceux qui sont arrivés après. Et donc, il y avait besoin de venir clôturer aussi quelque chose. Bien Et sûr. puis, dans un autre cas très différent, une personne qui a perdu ses deux parents et pour qui c'est très, très difficile puisqu'elle a perdu ses deux parents à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Hmm. Et là, il y a un besoin de racines. Ouais. Là, il y a vraiment un besoin de se repositionner dans des racines. Et donc là, poser le génogramme, parfois on ne le pose pas de manière très complexe, on ne va pas très loin, on pose juste les choses. Hmm. Et là, ça lui a permis de se rendre compte que, en fait, ouais, il y en avait encore des racines, que des personnes ressources, il y en avait, qu'elle avait pas, enfin voilà, qui peut-être lui trottait dans la tête, mais vraiment le fait de poser sur papier, ça rend les choses concrètes. Et, euh, et du coup, ça lui a permis de faire un peu, de s'apaiser là-dessus et de se dire, ah ouais, en fait, j'ai vraiment des ressources. Alors, Donc voilà, quand tu donc dis ça, je me permets d'intervenir parce que ça me rappelle un truc que je faisais en groupe avec les enfants. J'accompagnais des enfants en groupe, des enfants endeuillés qui avaient perdu un proche. Et on proposait toujours à un moment donné de travailler. Alors au début, on était sur la notion d'arbre généalogique et puis très vite, on a lâché ça. On était sur la fleur des ressources. Et on mettait dedans toutes les personnes ressources, les vivants comme les morts, parce que les morts peuvent être des personnes ressources et que ça, je trouvais ça hyper important de le poser. Et j'ai eu plusieurs fois des enfants qui sont arrivés en me disant, ben voilà, en fait, il n'y a plus que maman dans ma vie, sinon je suis toute seule. Et à la fin de cet exercice-là, elle disait, oh, t'as vu tous les gens qu'il y a autour de moi, c'est génial. Et là, on sentait que, tu parles de racines, moi j'ai aussi envie de dire ça porte. Et d'un coup, on peut avancer dans la vie beaucoup plus sereinement puisqu'on n'est pas seul. C'est génial comme exercice. exactement. Donc voilà. Donc des fois, voilà, ça intervient dans un accompagnement au deuil où on n'y pense pas tout de suite. Et puis ensuite, il y a aussi les personnes qui font le pas. Je pense à une personne notamment de venir me voir et qui me dépose pour la première fois de sa vie, parce qu'il ne l'avait jamais dit. Bah voilà, en deuxième prénom, je porte le prénom de mon oncle. Mon oncle est décédé un peu moins de 10 ans avant ma naissance dans un accident. C'est le drame.
de de la la famille. fratrie paternelle. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose du coup dans ma vie, quoi. Et là, bah, pour le coup, c'est pour moi, là, on est aussi dans un accompagnement du deuil, donc complètement différent, hein, mais c'est bien un deuil. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant en psychogénéalogie, c'est que autant tout le monde se rend bien compte qu'il y a des transmissions très concrètes hein, de nos Oui. ancêtres. Je sais pas, on a les yeux de la grand-mère, on a le nez du grand-père, voilà. Mais en fait, ces transmissions, elles sont aussi plus subtiles, j'ai envie de dire, comme mais on va transmettre un modèle d'éducation, où on va transmettre des silences, on va transmettre une manière d'aborder ses émotions et on transmet aussi comment on vit un deuil. Mm. Et ça a un impact hein, aussi sur les gens. Donc pour moi, ça c'est aussi important de le signaler. C'est ça aussi qu'on va aller explorer. Et par exemple, quand il y a eu un trauma, je pense à une histoire où voilà, des arrière-grands-parents, pour le coup, avaient un enfant en bas âge. Cet enfant en bas âge était gardé par son papa. Il s'est approché d'une grosse marmite où il y avait de l'eau bouillante et il s'est fait tomber la marmite dessus et il est décédé. Et ça, du coup, c'était chez les arrière-grands-parents et pour autant, tous les enfants de la fratrie de la personne que j'accompagnais avaient été éduqués avec la peur de l'eau. Mm. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut aller voir et tout ça, ça rentre dans l'accompagnement du deuil parce qu'à la base, c'est un deuil et c'est la manière dont ce deuil a été accompagné, vécu ou non, qui se transmet hein, par des peurs, parfois par des silences, par des gorges nouées. Et on peut aussi voilà, venir soulever tout en douceur le voile là-dedans, y compris en famille, redonner une place à ce défunt, s'autoriser à en parler. C'est pour ça que je disais au début, voilà, le rendre vivant. Donc, excuse-moi, finalement, j'ai répondu à ta question où tu me disais, on l'a déjà abordé, mais je trouvais qu'on ne l'avait pas abordé Très finalement. bien, ça me va très bien, Tiffany. Ok. Et du coup, donc, l'autre partie de la question, c'était tu proposes aussi des accompagnements en groupe. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment ça peut se passer. Ça m'intéresse. Ouais, alors, j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai commencé à partager cet accompagnement en groupe de gens qui me disaient, ah oui, mais moi, je préfère le faire en individuel parce que je me sens pas de parler de tout ça devant des inconnus. Et alors, pour le coup, c'est super intéressant hein, parce que moi, j'adore faire des choses en petits groupes, donc j'avais pas vu ça venir. Et l'intérêt pour moi du groupe, c'est que pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, dans les génogrammes des uns et des autres, il y a plein de choses qui se font écho. Ah ouais. C'est-à-dire que quand on va entendre l'autre raconter une partie de son histoire, on va faire ah oui, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et ça va venir. Enfin, moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup en la résonance. C'est pour ça que j'ai créé le podcast aussi. C'est le récit de l'autre qui vient résonner chez moi et qui donc m'aide. Et voilà, en fait, en psychogénéalogie, pour moi, ça fait totalement sens de se dire, bien sûr, en tout cas avec moi, on travaille toujours dans la confiance et dans la confidence. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. Évidemment que ça ne se partage pas en dehors du petit cercle. En général, pour moi, ce sera des groupes de 4-5 personnes Oui. maximum. Mm. Je suis très petit groupe. Du coup, c'est un petit groupe très cocon. Et en fait, chacun dépose quelque chose de lui, donc quelque chose de très intime, effectivement, hein, dans son histoire familiale. Et du coup, personne n'a intérêt à venir ensuite parler de ça, raconter les histoires des uns des autres. Et puis, de toute façon, c'est ce que je disais aujourd'hui sur mon compte. Moi, je suis toujours épatée de la bienveillance qui circule. Et c'est pareil, en tout cas, dans les ateliers que je vis aujourd'hui. Mm. Donc voilà, pour l'intérêt du travail en groupe, pour moi, c'est vraiment cette histoire de résonance qui est assez incroyable. C'est que ce que l'autre va mettre en lumière, parce que c'est ça qu'il va partager, c'est ça que lui va voir dans son arbre et va avoir envie de mettre en lumière, va probablement venir faire un tilt chez nous. Ouais. C'est pareil, ça fait énormément écho à tous les groupes que j'ai pu animer avec d'autres supports, mais je voyais vraiment ce... Ouais, t'as un moment où t'as quelqu'un qui dit quelque chose et t'as un silence qui se pose et t'as tout le monde et tu sens que chacun est en train de se dire, ah ouais, ah oui, effectivement. Et c'est très fort parce
que, enfin, moi, je trouve qu'une des caractéristiques du deuil, c'est qu'on se sent seul au monde dans sa souffrance. Et que là, d'un coup, on n'est plus tout seul. Il y a d'autres gens qui vivent des choses similaires, qui comprennent ce qu'on vit, au-delà même des mots qu'on peut y poser. Et je trouve ça toujours très contenant, très doux, très, très aidant. Exactement. Et ben, tu vois, j'ai un exemple là-dessus, qui est en plus un exemple à moi, pour une fois. Dans un premier atelier de psychogénéalogie, mais il y a beaucoup de mémoires aussi qui sont liées aux guerres, donc à la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Et vraiment, il ne faut pas sous-estimer l'impact de la Première Guerre mondiale parce que c'est pas si loin de nous que ça en termes de génération, loin de là. Et donc, bah, pour la petite histoire, moi, je suis d'une famille donc paternelle allemande, maternelle française. Donc voilà, avec à la fois des combattants côté allemand, côté français, résistants ou non, enfin la totale. Et à un moment, la formatrice évoque le lien entre le vécu de la crémation pour certaines personnes aujourd'hui et la Seconde Guerre mondiale. Et alors, moi, vous allez rire. Je dis, bon, de quoi tu parles? Puis elle me regarde, puis elle me dit, mais Tiffany, l'extermination, Seconde Guerre mondiale. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas possible. Pendant tout mon lycée, j'ai fait mon mémoire de lycée là-dessus. Ensuite, je suis allée voir tous les camps d'extermination possibles. Vraiment, c'est un truc, moi, j'ai regardé toutes les émissions sur l'extermination, sur Arte, tout ça. Et là, je ne voyais pas le lien. C'est fou. Et d'un seul coup, il s'est passé quelque chose en moi. C'était l'évidence parce que moi, j'ai perdu quelqu'un qui a été crématisé. J'ai détesté l'expérience de la crémation. Ça a été extrêmement dur pour moi. Et là, d'un seul coup, c'était comme à la télé quand il y a des trucs qui s'allument et que ça fait gling, 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 gling. Tout s'est allumé et je me suis dit, mais voilà le lien que je n'avais pas. Bien Voilà, sûr. donc je vous donne cet exemple parce que bon, c'est un exemple à moi, mais Ouais. c'est vraiment dans ce groupe, parce que d'autres en ont parlé, d'un seul coup, chez moi, qui ne faisait pas un lien qui pourtant semblait évident, d'autant plus pour quelqu'un qui s'est intéressé vraiment à ça, est venu éclairer la totale, quoi. Donc voilà, ça a été hyper intéressant et ça m'a vraiment réconciliée avec la crémation. Ah oui, quand on comprend les choses, ça va toujours mieux. Ça, c'est sûr et certain. Oui, mais c'est très intéressant ça, de se dire qu'en fait, des fois, les choses sont évidentes devant nous et qu'il va bien falloir qu'il y ait un déclencheur pour qu'on voit cette évidence, parce que c'est ce qui fait aussi hein, qu'on a du mal à avancer sur certaines choses parfois. Exactement. Ok, Et même si ça peut parfois nous sembler grossier, enfin là, franchement, c'était grossier, hein, j'en ai ben oui, conscience. Je m'étais vraiment, j'avais exploré ce sujet en long, en large et en travers, et quand elle le mentionne, je ne fais pas le lien. Donc c'est bien qu'il y avait quelque chose aussi à l'intérieur de moi qui avait coupé, bien quoi. Et sûr. hop, là, on a rebranché, et puis c'est très bien. Ah oui, c'est sûr, c'est toujours mieux. Ok. On a eu pas mal de questions. Alors, je vois qu'on a plein de questions qui tombent et j'ai pas du tout, j'arrive pas à suivre. En fait, je suis Bah, désolée. celle-ci, elle est pas mal, par exemple. Alors, est-ce que la psychogénéalogie peut se faire même si on a très peu d'informations sur les générations précédentes? Ben justement, c'était la question qui arrivait. En plus, c'est parfait. Barbara nous a posé la même. Et moi, je me pose la même parce qu'en plus, j'ai pas forcément des gens à qui aller poser des questions. Donc, est-ce que dans ces cas-là, on peut y aller ou pas sur la psychogénéalogie? Oui, c'est une question hyper importante pour moi et bah, bien sûr, je vais vous dire oui, évidemment. Et déjà, ce qui est hyper important, c'est que quand on pose le génogramme pour la première fois, on le pose sans faire de recherche. On pose ce De mémoire. qu'on sait. Et donc, D'accord. on part de soi et on va jusqu'aux arrière-grands-parents. Mhm. On met aussi, on va regarder la généalogie ascendante et descendante. Donc, on inscrit aussi les enfants, petits-enfants. Euh, mais on remonte jusqu'aux arrière-grands-parents et on met ce qu'on sait. D'accord. Ce qu'on sait de factuel et aussi ce qu'on a entendu à travers le roman familial. Donc les petites phrases qu'on a entendues concernant telle ou telle personne. Mhm. Okay, donc ça, pour moi, c'est hyper important parce que les blancs, donc les endroits où on n'a pas les infos, nous parlent et nous en disent souvent très long. D'accord. Donc on peut justement y passer du temps aussi pour explorer ce que ça fait ressentir à la personne, ce que elle imagine de pourquoi cette personne on n'en a pas parlé. Tiens, qu'est-ce que tu ressens, hein? Et donc oui, quand on n'a pas beaucoup d'infos,
on peut justement aller explorer et on va beaucoup s'intéresser à ces blancs, voilà, comme je disais. Et puis dans un second temps, hein, après avoir posé tout ça et justement pris le temps aussi de le reconnaître comme ça, et ça peut faire de la peine hein, de se dire, peut y avoir bah ouais, mais là j'ai été un peu privée de mes racines, quoi, et ça me fait mal au cœur en fait. Déjà de reconnaître ça, ça peut être déjà très fort. Ouais. Et ensuite, on fera un travail d'enquête. Et là, ben, il y a finalement, on est souvent surpris de tout ce qu'on peut trouver. Pas forcément que en discutant avec des proches, aussi par plein de D'accord. ressources qui existent. Il y a Amélie qui complète en disant, donc en fait, la psychogénéalogie se fait également par rapport à la vision qu'on a des branches de notre arbre et pas forcément sur les faits. En fait, finalement, les faits avérés, tu as utilisé une expression que j'aime beaucoup, c'est le roman familial. Finalement, c'est sur ça qu'on se base dans un premier temps. Oui et non. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, on dépose toutes nos croyances, tous Ouais. nos fantasmes, tout ce roman familial qui vit à l'intérieur de nous. Et toute l'idée, c'est ensuite de faire un travail d'enquête. Je pense par exemple, bah, pour le coup, à moi, ce qui m'a concerné. Mon arrière-grand-père, donc le papa de ma grand-mère, j'ai toujours entendu dire que c'était un affreux gendarme sous la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait fait des trucs pas clairs. Et voilà, c'était un peu honteux et on n'en disait pas plus que ça. Et donc le travail d'enquête, dans mon cas, a révélé qu'il était médaillé de la résistance. Ah oui, ah, c'est impressionnant comme différence. Voilà. Et donc, du coup, ben, ma grand-mère qui est toujours en vie, hein, j'ai pu lui dire ça, ce qui a été pour elle ben, fort, vous l'imaginez. Et j'attends les documents qui donc vont expliquer quel acte il a fait pour avoir cette reconnaissance. Donc, on se base, oui, sur le roman familial parce que c'est ce qui vous habite quand on commence ce génogramme. Mais justement, tout le travail va être d'aller aux endroits où vous en avez besoin, en tout cas, vérifier tout ça, Ouais. confronter les faits. Je pense aussi, par exemple, à une personne que j'accompagne qui s'est passionnée pour ça, qui fait un travail vraiment énorme et qui échangeait donc avec son papa sur le grand-père de son papa sur la Première Guerre mondiale. Mm. Parce que lui, quand j'avais mentionné ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer l'impact de la Première Guerre mondiale aussi sur nous. Il y a un truc qui a fait tilt et il a voulu vraiment aller explorer. Et en allant explorer, en fait, c'est assez magique. Il y a des ressources où on peut retrouver tout le parcours des personnes durant la Première Guerre mondiale. Donc, savoir à quel endroit ils ont combattu, enfin voilà, s'ils étaient dans l'artillerie. Et donc, il a exploré ça avec son papa. Et ils se sont rendus compte que dans le roman familial, on disait oui, non, mais lui, il était à l'arrière. En gros, il faisait la popote quasiment. Et qu'en fait, il était quasiment en première ligne à l'artillerie, qu'il avait été confronté au gaz moutarde. Et c'était un grand-père avec qui le papa de la personne que j'accompagne avait vécu. Ah oui. Donc là, d'un seul coup, il se rendait compte, ah ouais, en fait, il nous a probablement raconté ça pour pas trop nous perturber. Et d'un seul coup, il y a un peu ce côté, pas héroïque, Mm. mais il y a quelque chose quand même qui se révèle. Ouais. Et puis finalement, il a raconté ça aussi peut-être pour les protéger. Et il y a eu beaucoup de protection hein, des soldats, des combattants, de ne pas raconter et de donner une image assez lisse finalement. Du coup, je lisais la question, je ne sais pas de qui. Est-ce que ce sera Amélie peut se révéler un peu touchy, potentiellement traumatisant? Ah oui, c'est touchy. Ça, c'est sûr, pour moi, c'est touchy. Et du coup, ce que ça demande, c'est d'aller vraiment au rythme de la personne qu'on Mm. accompagne. Donc, c'est elle qui est le chef d'orchestre, qui décide où elle va à son rythme. Et oui, il y a des choses parfois difficiles. Je pense à quelqu'un qui s'est rendu compte que son grand-père, qu'il adorait, ben, finalement était beaucoup moins tolérant que ce qu'il avait imaginé et avait pu avoir des phrases même vraiment horribles. Et là, ça modifie Ouais. aussi la vision d'une figure. En même temps, c'était une figure très idéalisée, Oui. mise sur un piédestal dans son arbre. Et bah, ça a pris un grand, grand temps de digestion. Mm. Mais ça remet les choses un peu plus à leur juste place. Et je me souviens qu'il m'a dit a posteriori, ouais, mais ça m'a aussi enlevé beaucoup de pression Ouais. parce que parce qu'il était tellement sur un piédestal que
c'était le challenge d'être à la hauteur et que Mm. finalement, là, il est un peu moins sur ce piédestal, quoi. Puis ça me fait penser, moi j'ai accompagné pas mal de familles où un parent s'est suicidé et où derrière on a pu beaucoup l'idéaliser en disant qu'il était merveilleux, que, enfin voilà, tout un discours. Et qu'en fait l'enfant que j'avais en face de moi, au bout d'un moment, me dise mais ça colle pas. Dans ma tête, ça colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Et en fait, l'enfant, il a des souvenirs flous, c'est-à-dire il n'a pas des souvenirs avérés, il a des souvenirs émotionnels. Il se souvient peut-être d'un papa distant, d'un papa fatigué, bon, peu importe, hein. Et en fait, en tous les cas, de quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on lui raconte. Mm. Et en fait, c'est compliqué de grandir avec ça. Et quand on vient reposer les choses, moi quand j'en parlais avec l'autre parent en disant, en fait, vous allez rendre service à votre enfant de juste être vrai. Tout le monde a des qualités et des défauts, c'est pas grave, parce qu'au fond de Exactement. lui, l'enfant le sait. De repositionner les choses, en fait, l'enfant derrière, on le voyait, waouh, qui était, ça allait mieux, c'était plus facile. Alors qu'on se dit, bah, c'est peut-être moins facile de grandir avec un grand-père moins bien que ce qu'on imaginait, sauf que du coup, c'est cohérent. C'est cohérent. Et puis dans l'idéalisation, il y a toujours ce risque de la pression, hein, aussi. Ouais. Et voilà. Est-ce que ça peut aider les générations suivantes quand on travaille sur cette psychogénéalogie? Bon, je crois que tout le monde, j'espère en tout cas avec ce qu'on vient de partager, comprendra que oui. Oui. C'est souvent le but d'ailleurs, hein. Mm. C'est souvent, moi j'entends souvent des personnes qui viennent me voir en me disant je veux pas transmettre ça Ouais. à mes enfants. Oui, on aborde là la question des phénomènes de répétition, effectivement. Alors, on a eu plein de questions. On a Maïna qui nous a envoyé toute une liste de questions avant le live. C'était trop bien. D'ailleurs, merci. Hein. Merci de votre participation. Merci pour ça parce que c'est vraiment très chouette pour nous. Elle demandait entre autres pourquoi certains secrets de famille nous hantent et comment on peut s'en défaire quand on sait qu'on n'aura jamais les réponses, ni même peut-être parfois des indices pour vraiment comprendre l'histoire d'une personne de famille. Est-ce que ça peut aider la psychogénéalogie à ça? Euh, oui, totalement. Alors après, sur la partie secret de famille, c'est moins mon domaine. Je ne suis pas psychogénéalogiste. Moi, je suis vraiment formée à la psychogénéalogie pour l'accompagnement du deuil. Mm. Donc, ce que je peux en dire, et vraiment avec prudence, c'est que déjà, pour qu'elle pose cette question, ça veut dire qu'elle sait qu'il y a un secret de famille, hein. Donc, déjà, on peut déposer quels sont les doutes, euh, qu'est-ce qui fait penser à un secret de famille à cet endroit-là. Et souvent, on est persuadé qu'on ne peut pas avoir la réponse, et puis finalement, ben, elle sort la réponse. Ouais. Je pense notamment à un monsieur qui ne savait pas qui était son père. Mm. Et qui, donc sa maman n'a jamais voulu lui dire qui était son vrai père et qui était persuadée qu'elle ne l'avait jamais dit à personne et qui un jour est en voiture avec sa nièce, a une maladie génétique, lui dit mais si seulement je savais qui est mon père, et la nièce lui répond mais moi je le sais mais elle me l'a dit. Incroyable. Donc voilà, moi sur les secrets de famille, je me sens en tout cas pas assez formée sur ce sujet-là pour vous donner une réponse qui soit aussi élaborée que les autres. Les seules pistes de réponse que je pourrais donner, c'est voilà, déjà si vous savez qu'il y a secret, c'est que forcément il y a un peu des choses qui ont été dites à un moment ou à un autre et que parfois même quand on est convaincu que personne ne sait, et ben c'est rare qu'un secret soit 100% secret. Oui, s'il est 100% secret, normalement, on n'a pas d'indice. Après, on peut ressentir quoi, comme Oui, un doute sur une paternité, ça oui, peut se ressentir vraiment, hein, c'est assez fréquent c'est vrai. que. Mais, euh, mais voilà, il y a quelque chose qui est souvent dit quelque part. Et puis après, je crois qu'il y a aussi tout un travail, hein, qui est possible Oui, sur le fait que l'on ne saura pas. Mais oui. ça, moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Il y a Dorian qui nous demande est-ce que tu confirmes que ça peut être très négatif de donner le prénom d'une personne ayant eu un destin tragique? Bah, ça peut, mais comme ça peut aussi être un cadeau. Moi, je crois qu'il faut jamais voir les choses que d'un côté. Je repense à la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est venue, qui porte en deuxième prénom le prénom de son oncle qui est décédé de manière tragique, en ayant fait tout le travail de, en douceur, ouvrir les portes
pour poser des questions sur cet oncle qui en fait était très chéri dans sa fratrie. C'était vraiment parmi les petits derniers, adoré, et ça a été le grand drame. En fait, en rouvrant la porte par justement le fait de porter ce second prénom, il a rouvert la porte au bon souvenir. Il a rouvert la porte à la vie de son oncle et non plus à ce que le focus soit que sur son décès. Et en fait, son oncle est quelqu'un de super, quoi. Et d'ailleurs, c'était drôle puisque, enfin drôle, pardon, c'est peut-être pas le bon mot, mais cette personne donc, qui est venue me consulter, son premier métier c'était charpentier, et en ouvrant la porte sur cet oncle dont il porte le second prénom, il a appris qu'il était charpentier, chose qu'il Ah ne ouais, savait pas. Donc, bon, bah, lui, ça lui a permis de conscientiser certaines choses, et puis ça lui a permis d'apprendre à connaître cet oncle qui était en fait quelqu'un de super. ouais. Je pense que là où c'est un poids, c'est effectivement, là, c'était vraiment par le poids du chagrin. Tout était, j'ai perdu le mot, mais bloqué sur le poids du chagrin. Il n'y avait plus la place pour la vie de cet oncle. Et donc, du coup, en portant son deuxième prénom, lui, il a rouvert les portes de la vie de cet oncle. Il a pu demander des photos. À travers les photos, du coup, avoir des histoires. Et je pense que ça a même fait vraiment beaucoup de bien à sa famille. Enfin, c'est encore en train de le faire, quoi. Mais, Moi, je, donc voilà, moi, je suis je très nuance. te rejoins complètement là-dessus. Ça dépend finalement de la signification du prénom. Si tout est verrouillé, s'il y a un secret autour de ce prénom, si on n'explique pas, oui, ça peut être lourd à porter. Par contre, parfois, en transmettant le prénom, on transmet inconsciemment aussi l'histoire de la personne et toutes ses qualités aussi. Donc ça peut être très important à condition de réussir soit que la famille entretienne tout, la vie comme le décès de la personne, soit effectivement qu'un jour on aille à la rencontre de son histoire par le biais par exemple de la psychogénéalogie. Tout à fait. Il y a Maïna qui dit il y a des secrets de famille concernant la maladie et la mort et les archives médicales ont été détruites, donc d'où la difficulté d'obtenir des réponses, je pense. Ben oui. Effectivement, parfois on est un peu coincé. Moi, je sais que j'ai alors pour ceux qui ne savent pas, zut, il y a les travaux dessus de chez moi. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Pour les gens qui ne savent pas trop, j'ai ma grand-mère qui a été assassinée et des années après, j'ai voulu connaître les détails. Et en fait, pareil, les archives ont été détruites. Il y a eu un incendie, donc voilà. C'était une époque où on ne numérisait pas les archives. Donc, je ne saurais jamais, je n'aurai jamais accès au dossier puisqu'il a été détruit, tout simplement. Mais tu as raison aussi, en fait, comme j'ai été jusqu'au bout de la recherche, alors ça a été, il y a eu un temps de digestion, de dire, j'aurai jamais, mais en fait, je suis assez en paix avec ça. Alors que je ne l'étais pas le temps que je n'étais pas allée au bout de la recherche et que je n'avais pas eu cette réponse qui était, non, vous ne pouvez pas parce que ça a été détruit. C'est assez étonnant, mais ça fonctionne aussi pour l'apaisement finalement. Dans les autres questions qu'on a eues, on a eu aussi des questions Attends, autour des... Laurence, je Oui, te coupe parce que je vois que Dorian nous pose plusieurs fois la même question. vas-y, Je pense que ça lui tient à cœur. vas-y. Est-ce que le métier apporte également beaucoup d'informations en psychogénéalogie? Oui, ça peut. Tu vois, par exemple, dans le cas là de l'oncle qui, comme par hasard, était charpentier et que c'est le premier métier, en tout cas pour la personne qui me consultait, ça a fait un ah ouais. Voilà. Après, j'avais eu, alors en formation, c'est pas un exemple à moi, aussi un problème dans une famille où il y avait eu un changement de nom. À la fin du Moyen-Âge, ils avaient changé de nom et elle ne comprenait pas pourquoi. Et elle ne comprenait pas pourquoi non plus cette personne, elle était la seule à ne pas être ou chirurgienne ou boucher. Et en fait, quand ils sont remontés dans la généalogie, le... ils étaient bourreaux en fait. C'était des bourreaux, donc ils tranchaient des têtes, bouchers, chirurgiens. Et, euh, et du coup, leur nom de famille avait un lien avec ça et c'est pour ça qu'ils avaient décidé d'en changer. D'accord. Mais oui, les métiers, ça peut avoir vraiment une importance. En fait, tout peut avoir une importance. Moi, c'est pas à moi de dire si oui ou non ça a une importance. La question, c'est toujours qu'est-ce qui fait tilt chez la personne? Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Oui, comment ça résonne finalement dans ce qu'elle sait de sa famille, dans ce qu'elle vit elle-même. C'est vraiment ça qui est finalement intéressant à travailler. Et c'est pour ça qu'on est sur de la psychogénéalogie et pas sur de la généalogie finalement. Exactement. Ok, super. Oui, alors merci beaucoup d'intervenir sur les questions parce que je reconnais que j'arrive pas à suivre. Attends, j'ai vu qu'il y en avait une autre. Voilà, non. Ok.
C'est tout. C'est bon? Ok. On nous a demandé aussi si le fait de ne pas se sentir à sa place, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, ça pouvait être une conséquence justement des schémas familiaux. Totalement. Alors, très souvent, euh, ça c'est très fréquent. Moi, j'accompagne plusieurs personnes en ce moment qui n'ont pas leur juste place dans la fratrie. Dans le sens où, par exemple, je pense à une personne là qui est, je crois pas me tromper, mais il y a du monde, donc je m'en voudrais pas, qui est la 12e, oui c'est ça, qui est la, oui c'est ça, qui est la 12e si on prend en compte tous les enfants, y compris les enfants morts-nés ou les fausses couches. Donc elle est 12e. Ce qui est intéressant, je vais essayer de vous l'expliquer de manière très simple, c'est que on dit qu'il y a l'énergie de l'aîné, il y a l'énergie du second et l'énergie du troisième. Okay, on en parle souvent hein, d'ailleurs dans la société, le premier, Oui. voilà. Et ensuite on répète. Donc on va dire que ça fait 1, 2, 3. Ensuite le 4 a l'énergie d'un 1, le 5 a l'énergie d'un 2, le 6 a l'énergie d'un 3. Et donc ça, forcément, ça a un impact déjà sur notre place dans la famille. Et donc elle est 12e dans sa fratrie si on compte tous les enfants, y compris morts-nés, et 8e, si, 8e des enfants vivants. Ouais. Et donc, 8, j'essaie de faire dans ma tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait deuxième, ça fait une énergie de deuxième. Alors qu'en fait, dans sa vraie place, en tant que 12e, c'est une énergie de troisième. La différence, ce qu'on dit, mais après, ce qui est intéressant, c'est comment les gens se reconnaissent. Oui. C'est qu'un troisième, il va plus oser dire non, il va plus être affranchi un petit peu. Le deuxième, il va plutôt avoir tendance à chercher un petit peu sa place. Souvent, ils vont faire de la psychogénéalogie Mm. d'ailleurs. Mais ça, c'est des tendances, hein, c'est pas des Oui, oui, vérités. bien sûr. Attention. Et je pense à elle parce que maintenant, elle l'affirme haut et fort. Non, je ne suis pas 8e, je suis la 12e. Ah Et ouais. ça, c'est hyper important pour elle, ça a tout changé. Mm. C'était rendre la place à des jumeaux morts-nés, à notamment une petite fille qui était née, qui aurait dû porter son prénom, et Ouais. du coup prendre la sienne de place en me disant, Mm. attends, pour elle, et moi j'insiste vraiment là-dessus parce que ça c'est vraiment mon éthique, pour elle c'était hyper important et ça avait du sens. Et là je viens de voir quelqu'un que j'accompagne réagir aussi, qui est une personne avec qui on a travaillé sur cette question de quelle est ma place dans la fratrie, Mm. surtout qu'elle a vécu les deuils périnataux de sa maman, et Ouais. que pareil, ça change tout. Elle est l'aînée vivante, Mm. et si je ne me trompe pas, la troisième, si on prend en considération ceux qui sont nés avant, et ça change tout. Et là, ce qui compte, c'est ce que les gens sentent. Et si ça fait ah mais oui, mais tellement, je me sens mieux, et Bien, ben voilà, et c'est que c'était ça. Et bien puis sûr. si ça leur parle pas, c'est que c'est pas le sujet. Alors moi, j'ai très envie de raconter une anecdote que j'ai vécue en conférence. J'ai fait une conférence sur le deuil périnatal il y a des années de ça. Alors, j'avais pas beaucoup de public parce que c'est quand même une thématique un peu compliquée. Et il y avait une dame, 70-75 ans, qui très timidement lève la main, dit mais je crois que j'ai perdu un enfant. Donc cette phrase m'avait interpellée parce que pour moi on avait perdu un enfant ou pas, mais on le savait. Donc je lui demande délicatement si elle veut nous en parler. Et elle nous explique qu'en fait, il y a des années de ça, elle était enceinte de 8 mois et demi, elle est prise de douleurs importantes, elle est emmenée à l'hôpital, elle est anesthésiée en anesthésie générale, et quand elle se réveille, on lui dit il faut oublier. Point. C'était une autre époque. Hein. Mm. On va zapper sur ça, mais bon voilà. Et donc elle a essayé d'oublier, elle a mis sous le tapis, son mari n'en a plus jamais reparlé, et puis des années après, elle a eu un autre enfant vivant. Et puis voilà, on lui a jamais, évidemment, jamais parlé de ce premier enfant, forcément, puisqu'il n'existait pas. Et quand ce monsieur devient papa, ça fait, quand on se voit à la conférence, ça fait 1 an qu'il est papa et depuis 1 an, il est en profonde dépression. Et personne ne comprend parce qu'il rêvait d'un enfant. Et donc, elle nous pose tout ça. Et il y a une maman présente qui se lève, qui lui pose la main sur l'épaule, qui lui dit, faut lui dire. Qu'elle nous dit, mais faut lui dire quoi à qui? Faut dire à votre fils qui a eu un premier enfant. Oui, mais je sais pas. On n'a même pas dit si c'était un garçon, une fille, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien. Vous inventez, c'est pas grave. On s'en fiche en fait. Mais il faut donner une place à cet enfant, il faut lui expliquer. Elle m'a appelé après. Moi, j'ai cette chance, souvent, je ne sais pas toi si ça t'arrive, mais les gens, ils m'appellent après pour me tenir un peu au courant. Et quand elle a expliqué à son fils, il lui a dit oh, mais moi, j'ai toujours eu un grand frère imaginaire, il avait tel âge. Et c'était l'âge exact de cet enfant.
Donc, ils lui ont donné le prénom de l'enfant. Ils ont mis une petite page dans le livret de famille. Et puis, avec la petite fille, ils ont fait un dessin pour parler de ce grand frère. Ils l'ont brûlé et ils sont allés disperser les cendres. Et C'est voilà. top. Et là, pour moi, tu as donné un exemple de A à Z de psychogénéalogie. Hein, il y avait un premier enfant qui a été complètement étouffé, oublié par la force des choses, hein, on entend bien. Bien sûr. Finalement, le second enfant le ressent de manière consciente ou inconsciente, mais ça a un impact sur lui. On finit par dévoiler le secret. Dévoiler ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à l'acte symbolique et redonner la place pour prendre la sienne. Et moi, j'ai trouvé génial qu'ils incluent la petite Mais dans bien le sûr, dessin. parce elle est totalement concernée et c'est aussi super cette idée de se dire mais, on va brûler, ça donne des cendres et Ah c'est des oui, cendres dont on va faire ah quelque oui. chose. Et ça, c'est très fréquent, y compris des femmes d'une génération encore une fois très proche de nous, Mm. qui sentaient qu'elles attendaient des jumeaux parfois, hein, et qui n'en ont eu qu'un des deux, qui ont toujours eu ce doute et on ne le disait pas Ouais. à l'époque. Donc ça, aujourd'hui, ouais, on porte beaucoup d'histoires comme ça. Moi, dans les gens que je reçois, il y a souvent ça, en fait. Et puis, c'est des non-dits dans la famille. Hein. Ah Donc, oui. C'est des et vrais, vrais grands silences. Oui. je voulais juste ajouter quelque chose sur la question de la place. Il peut y avoir aussi une autre configuration qui est fréquente. C'est les familles recomposées. Donc, on peut être le premier de son papa et le troisième de sa maman. Ah oui, c'est vrai. Et le premier du couple. Enfin, voilà. Et donc, ça aussi, ça peut poser des questions sur la place. Ah, oui, c'est hyper intéressant. Je vois l'heure qui tourne. Je pense qu'on pourrait faire un live de 5 heures facilement. Mais bon. Euh, j'ai un petit peu envie qu'on conclue, quitte à ce qu'on refasse un autre live sur la thématique plus tard, parce que voilà, je crois qu'un live trop long, c'est pas non plus forcément une très bonne idée. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on se sépare, peut-être sur, je sais pas, est-ce que tu as envie de conclure ça d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît? Bah, la seule chose que je dirais, je l'ai déjà dite et j'insiste dessus, c'est vraiment écoutez-vous, vous. Voilà, si vous ressentez l'envie d'explorer votre arbre et d'aller dans cette voie-là, et ben, faites-le avec la personne avec laquelle vous vous sentez bien pour le faire. Et si ça vient d'une injonction extérieure et que on vous fait culpabiliser ou qu'on vous fait ressentir quelque chose de pas agréable, peut-être prenez le temps avant de savoir si vous allez sur la bonne voie. Euh, Parce que dans ce sens-là, ça peut être, moi je suis convaincue que ça peut être difficile et pas forcément bénéfique. Je vois qu'il y a une question qui est revenue plusieurs fois, si tu peux nous dire en quelques mots, c'est combien dure en moyenne ce travail? Parce que c'est Amélie qui dit, j'imagine que c'est difficile de tout régler en une séance, effectivement. Alors, déjà, il y a une première séance qui, maintenant que je l'ai expérimentée, j'avais du mal à le croire quand on me le disait en formation, mais pour réussir à poser les génogrammes ensemble. Et en fait, ça c'est important, on le pose ensemble, puisque le rôle de la personne qui accompagne, c'est de poser des questions, mais aussi de capter du non-verbal, des émotions qui passeraient. Donc pour le poser ensemble et arriver jusqu'aux grands-parents. Donc là, on n'a pas tout posé, hein, puisque l'idée c'est d'aller au moins jusqu'aux arrière-grands-parents. D'accord. On va d'abord faire un premier échange de 3 heures. Ah ouais, Et en 3 heures, en général, on arrive à peu près aux grands-parents. Ça dépend un peu des familles, hein, parce que s'il y a beaucoup d'oncles et tantes, ouais. ça peut être un peu plus long. Donc voilà, une première séance déjà de 3 heures où il se passe déjà beaucoup de choses. Mhm. Et puis ensuite, selon les besoins, selon les familles, il peut y avoir une deuxième séance de 3 heures pour finaliser tout ça. D'accord. Et après, ça peut être plus ponctuel, des séances d'1 heure au rythme de la personne. J'insiste encore là-dessus. Mais par contre, avec une vigilance, une grande vigilance, en l'occurrence de ma part, si jamais il y a des actes qui sont prévus, donc les fameux actes symboliques dont on a parlé, que la personne doit faire entre deux séances pour bien être en présence le jour où ça arrive. Donc si c'est à distance, mais au moins avoir un petit Mhm. message, tout ça, pour vérifier que ça aille, parce qu'effectivement, on brasse des choses qui peuvent être assez lourdes. Donc, Amélie, pour te répondre concrètement, au moins une séance de 3 heures pour poser les bases solides du génogramme. Souvent, c'est pas suffisant pour aller aux arrière-grands-parents. Ensuite, un suivi sur des séances d'1 heure ou 1 heure et demie. Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est
selon le rythme de la personne, selon jusqu'où elle a besoin d'aller, selon s'il y a des choses qui émergent tout de suite et que la personne sent que c'est fini, ou s'il y a plusieurs problématiques à aller voir. Voilà. Super. Bah, écoute, je crois que ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Je vois qu'il y a plein de remerciements sur le sujet très intéressant. Je pense que effectivement, moi j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Et puis, bon, alors bien sûr, je vais mettre le replay en ligne. À chaque fois, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Mais ça se passera bien. Parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va pouvoir rester et être regardé à plusieurs reprises. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été évoquées. Voilà. Et puis, j'ai aussi envie de vous annoncer qu'à la fin du mois, normalement, je fais un autre live sur un autre sujet passionnant qui est le don d'organes. Voilà, avec Barbara. Merci beaucoup, Tiffany. Merci pour ce Ben, chouette moment partagé. merci Laurence de m'avoir invitée et puis de m'avoir poussée à venir en parler aussi. Donc voilà. Et puis merci à tous ceux qui ont été présents. Merci pour vos questions, pour votre belle présence. J'ai vu plein de messages passer qui, encore une fois, étaient adorables. Ben moi, je vous dis aussi merci. Hein. Vous contribuez vraiment à enrichir tous ces partages et tous ces espaces. Donc c'est vraiment des merci dans les deux sens. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions en dessous du replay. On y répondra avec plaisir parce que je suis très consciente que je n'ai pas réussi à avoir toutes les questions. Donc voilà, on continuera à vous répondre avec grand plaisir. Bonne journée. À bientôt. Bye Au revoir. bye.